Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons deux personnalités exceptionnelles pour décrypter un grand sujet d'actualité. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'ancien conseiller de François Hollande, Aquilino Morel, et le professeur à Sciences Po et politologue Pascal Perrineau. Nous allons parler des élections législatives. À quelques jours du premier tour, le Rassemblement national n'a jamais semblé aussi proche du pouvoir. Comment en sommes-nous arrivés là? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Aquilino Morel et Pascal Perrineau. Aquilino Morel, Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous pour décrypter ce moment d'actualité, ce moment historique d'une certaine manière, puisque des élections législatives anticipées qui pourraient conduire pour la première fois le Rassemblement national au pouvoir. Aquilino Morel, j'ai envie de commencer avec vous, puisque en novembre, vous aviez fait paraître un livre qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Vous aviez tout vu, sauf peut-être une chose, c'est que c'est pas, pour l'instant, c'est pas Marine Le Pen qui est aux portes de l'Élysée, c'est Jordan Bardella qui est aux portes de Matignon. Est-ce que même vous, vous attendiez un tel scénario et que ce soit aussi rapide? Non, la dissolution, on va dire, souveraine du président de la République, je crois que peu de personnes pouvaient imaginer qu'elle survienne, et surtout qu'elle survienne au moment où elle a été décidée, c'est-à-dire si vite, le soir même du résultat des élections. Donc ça, je dirais que c'est un peu la grosse cerise sur le gâteau. En revanche, ce qui est certain, c'est que le Rassemblement national, autrefois Front National, connaît une poussée depuis 40 ans. On est en 2024, depuis Dreux, septembre 83, municipal, les européennes de juin 84, une poussée pratiquement continue. Il y a une seule exception, c'est 2007, la présidentielle, où Nicolas Sarkozy arrive à faire reculer Jean-Marie Le Pen, sensiblement, hein, 16,86, 10,44, donc ça fait quand même 38% de baisse, en marchant sur la question identitaire, une première jambe, et la question sociale, la seconde jambe. Il arrive à limiter et même à faire reculer Jean-Marie Le Pen. Sinon, c'est une progression continue, avec une accélération forte à partir du quinquennat de François Hollande, quand même désastreux, donc à la fin de 2017, et on arrive à cette poussée très forte. Donc, ce qui est certain, ce qui était prévisible, et prévu d'ailleurs, puisque les sondages n'ont cessé de le prédire avec précision quand même grande, y compris le sondage quotidien de l'IFOP dans les 2 derniers mois, c'était que la dernière poussée, celle de la phase, ce qu'on pourrait appeler le 3e RN, hein, un RN complètement normalisé, institutionnalisé, et un électorat beaucoup plus divers, attrape-tout que l'ancien parti, allait forcément, à un moment donné, arriver près du pouvoir. Alors maintenant, il y a ces dissolutions. Si je l'avais su, si j'avais été dans les petits papiers d'un président qui, à l'époque, je pense, n'était pas encore dans cet état d'esprit, puisque le livre... Vous l'avez connu, Emmanuel Macron, il est imprévisible, comme ça, vous saviez qu'il était... Non, il n'est pas imprévisible, mais... Il n'est pas imprévisible, il raisonne comme tout le monde, mais simplement il raisonne avec sa propre matrice intellectuelle et personnelle, que peu de gens connaissent bien, et il est assez secret, même s'il consulte beaucoup. Donc en tout cas, si j'avais connu une décision qui n'était pas prise lorsque le livre est paru en novembre 2023, bien entendu, je l'aurais sous-titré non Marine Le Pen aux portes de l'Élysée, mais Jordan Bardella aux portes de Matignon. Oui. Et ça, pour répondre à votre question, je n'étais pas au courant et personne n'était au courant. Bien sûr, c'était un clin d'œil, mais juste, oui, vous avez répondu pas tout à fait sur je crois que vous connaissez bien Emmanuel Macron. Comment vous expliquez cette décision que beaucoup peinent à expliquer, que certains pensent que c'est une bouffée d'orgueil? Est-ce que c'est quelque chose qui était plus prémédité, plus réfléchi que cela? Vous avez dit réfléchir avec son propre logiciel que peu arrivent à décrypter. Les confidences des uns et des autres dans la presse, cela faisait quand même un certain nombre de semaines que le président imaginait cette possibilité. D'ailleurs, en réalité, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui s'offraient à lui. Le remaniement était une arme qui avait déjà été utilisée, puisque Gabriel Attal est arrivé... il y a 6 mois, même pas. 6 mois à peine. Donc, c'était déjà un peu fermé. La démission, ce n'était pas envisageable immédiatement. Je
crois pas qu'il l'ait pensé. La reconduction d'un autre Premier ministre, enfin plutôt un Premier ministre un peu différent, mais avec la même majorité. Enfin bref, tout ça était quand même bancal. Donc je crois qu'il a réfléchi à cette décision en se disant quoi? En se disant, et ça c'est vrai, le choc du résultat est quand même considérable. Enfin, la carte électorale, Pascal Perrineau nous le confirmera, du vote aux européennes, je n'ai jamais vu une carte comme celle-là. Hein, jamais. Pour le dire simplement, et vous le savez, le RN est arrivé en tête dans 457 circonscriptions sur les 577. 93% des 45 000 communes de France. 96 départements sur 120. 17 régions sur 18. C'est un résultat sans précédent. Donc il y a eu la violence du choc, et il y a eu probablement la volonté de se replacer au centre du jeu. Certains diraient c'est du narcissisme. En tout cas, c'est la volonté de se dire je suis là, je prends une décision qui certes vous surprend, mais qui fait que je vous montre que je suis encore président. Et je pense qu'il y avait aussi une troisième dimension, qui était une manière, dans son esprit probablement, de sanctionner le peuple français. De lui dire, vous avez, en quelque sorte, mal voté, eh bien sachez désormais que je vous mets, en gros, en face de vos responsabilités, et chiche, êtes-vous capable de reconduire, enfin de conduire une nouvelle majorité RN au vu des résultats. Et c'est là où, effectivement, il se peut qu'il y ait quand même une grosse surprise le 30 juin et le 7 juillet prochain. Pascal Perrineau, est-ce que le président de la République a voulu sanctionner les Français parce qu'ils ont mal voté? Est-ce que d'abord on vote mal en démocratie ou tout simplement on vote? Est-ce que vous croyez à une grosse surprise où les Français se déjugeraient 3 semaines après leur vote? Il y a une hausse de la participation, donc ce ne sera pas le même corps électoral tout à fait. Bien sûr. Mais est-ce que vous croyez à un rebondissement inattendu? D'abord, on ne vote jamais mal. Voilà, la parole est au peuple, le peuple va s'exprimer et le président de la République, en tant que pivot des institutions, doit respecter ce qu'aura dit le peuple et trouver la solution la plus adaptée au rapport de force qui sera dessiné à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. Et voilà, après la surprise, on aura peut-être un président de la République qui jouera les choses, j'allais dire, de manière plus classique. C'est-à-dire une cohabitation, si le RN gagne, une cohabitation, mais une cohabitation qui sera d'un nouveau type. C'est pas la première fois que la France connaît une cohabitation, ça n'a jamais été un drame, les cohabitations. Hein. C'était souvent, un ami me disait, c'est le centrisme que les Français ne peuvent pas se payer, la cohabitation. Comme ils ont ou bien la droite ou bien la gauche, ils mettent la droite avec la gauche et ils ont l'impression, en effet, que c'est le centrisme. Ce sera quand même, ça peut être une cohabitation d'un genre totalement nouveau, d'abord parce que ce serait sans doute avec le Rassemblement national, la première fois qu'ils arriveraient vraiment au pouvoir. Et souvent, la cohabitation, le président de la République garde un parti qui est fort dans l'opposition. Là où on aurait, a priori, si l'on en croit les sondages, le nouveau Front populaire comme principal opposant du Rassemblement national, avec une majorité présidentielle réduite à la portion congrue. Mais un nouveau Front populaire qui durera ce que dure ce type d'union complètement abracadabrantesque, c'est-à-dire que, vous verrez, dans quelques jours ou quelques jours après le 7 juillet, chacun reprendra ses billes. Parce qu'au fond, toute une série d'élus socialistes, même d'élus communistes, n'ont que très peu de choses à voir avec LFI, qui a imposé tout de même, au moins sur le terrain économique et social, j'allais dire, son tempo. Hein. C'est véritablement un programme qui est un programme beaucoup plus de rupture que le programme que la gauche avait présenté, par exemple, en 1981. Donc on va retrouver peut-être des oppositions, dans ce cas-là, qui seront plus dispersés qu'on veut bien le croire. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul groupe qui soit le groupe du nouveau Front populaire. De la même manière que la NUPES avait explosé très vite. La NUPES a explosé, la NUPES 2... Ceci étant dit, le fait nouveau, quand même, c'est une cohabitation avec la majorité présidentielle, qui n'est plus une majorité, ça c'est normal dans une cohabitation, mais qui est quand même la force la plus faible à l'Assemblée nationale. Mais c'est un scénario, ce n'est qu'un des scénarios possibles, parce que vous pouvez avoir un autre scénario, qui est un scénario, au fond, de reproduction du rapport de force actuelle, c'est-à-dire une majorité, en l'occurrence Rassemblement national, mais qui n'est qu'une majorité relative loin
des 289 voix nécessaires pour avoir la majorité absolue. Et à ce moment-là, voilà, normalement, le Rassemblement national, s'il est fidèle à la parole de Bardella, refuse d'exercer le pouvoir de Matignon, et c'est au président d'essayer de trouver une solution d'élargissement de la majorité, mais jusqu'où et avec qui, surtout avec un aussi petit môle de la majorité présidentielle qui devrait tourner aux alentours de 80 à 100 députés, c'est pas beaucoup pour essayer d'arriver ensuite à 289. Je vois pas, moi personnellement, comment on fait pour en trouver 189. Vous pouvez avoir une autre solution, c'est un gouvernement technique. À l'italienne, d'une certaine manière. Un gouvernement technique à l'italienne, avec un Mario Draghi français, des ministres essentiellement techniciens. Ça durera ce que ça durera, parce que les oppositions pourront très bien se coaliser pour faire tomber ce gouvernement par une motion de censure. Donc on peut arriver assez vite à une situation de blocage. Et c'est à ce moment-là que le scénario d'une éventuelle présidentielle peut réapparaître, parce que le président, par rapport, qui est l'homme qui est responsable de la pérennité des institutions, de l'équilibre des institutions, il n'aura plus, par définition, la dissolution, puisque l'article 12 dit bien qu'il ne peut pas y avoir de dissolution dans l'année qui suit une dissolution. Et donc, la seule réponse à ce moment-là, c'est quoi? Vous remettez votre mandat dans la balance. C'était, au fond, l'attitude qu'avait eu le général de Gaulle, qui avait perdu un référendum en 69 et qui dit, voilà, je démissionne. Je démissionne, et qui, lui, s'en va. Et à ce moment-là, on organise une présidentielle. On aura Gérard Larcher comme président de la République par intérim. Et puis ensuite, il organisera, sa fonction sera d'organiser la prochaine présidentielle. Et à ce moment-là, le sous-titre du livre d'Aquilino Morel sera peut-être prémonitoire, puisqu'il s'agira peut-être d'une Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Est-ce que vous... allez-y, Aquilino Morel, vous vouliez réagir sur la cohabitation. Si cohabitation il y a, ce qui à mon avis est probable, ce sera une cohabitation très différente de celle que nous avons connue. Moi j'ai bien connu la cohabitation, j'en étais à l'époque un des rouages, j'étais conseiller politique de Lionel Jospin. C'était une cohabitation qui avait ceci de commun avec l'éventuelle cohabitation que nous cotétrions, que c'était le résultat, Jospin avait dit, d'une expérimentation hasardeuse, cette dissolution que personne n'avait comprise. Et aujourd'hui, on aura une dissolution qui est également incomprise. Donc ça, c'est ce qui est commun, mais c'est bien la seule chose. Parce que la cohabitation 97, elle mettait face à face un président RPR et une majorité qui était de la gauche classique, des partis de gouvernement. Là, on aurait une majorité relative ou absolue d'un parti qui, jusqu'ici, a toujours été considéré comme un parti pratiquement proscrit, en tout cas aux lisières de la République. Donc le choc qui surviendrait serait d'une autre nature. J'ajoute que de surcroît, autant Jacques Chirac était un homme, on va dire, un politicien classique, endurant, capable de supporter les frustrations des conseils de ministres à répétition, où vous vous retrouvez dans le salon des ambassadeurs avec un groupe de gens qui vous est avec vos adversaires politiques. Voilà. Bon. Autant je ne crois pas que la personnalité d'Emmanuel Macron lui permettrait de vivre une situation telle que celle-ci très longtemps. Ensuite, sur la question de quel serait le résultat, bien sûr, j'entends l'idée qui est assez répandue désormais qu'on pourrait se retrouver dans la situation que décrivait Pascal Perrineau, c'est-à-dire une tripartition, 3 blocs, même s'ils ne sont pas égaux, mais enfin, qui font que le système serait en gros paralysé. Ce serait en réalité la situation, je pense, la pire, parce qu'elle conduirait à une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, de tétanie de la vie politique française, pas de recours à l'article 12 à une nouvelle dissolution avant un an, un président qui essaierait peut-être des formules de compromis, on peut toujours trouver un gouvernement technique, mais qui se heurterait très vite à des hostilités et à des motions de censure probablement. Donc c'est possible, moi je n'y crois pas trop, je pense qu'il y a une dynamique politique, et même si on ne peut pas juger, évidemment on ne peut pas transposer le résultat des européennes que je vous rappelais, sa caractère très massif sur 577 circonscriptions, il y a quand même une dynamique qui est une dynamique pour le RN, il y a une logique à une forme de victoire, qui soit de majorité absolue ou relative, et là où j'aurais un petit désaccord avec M. Bardella, c'est que je pense que si majorité relative il y a, ça dépend du nombre. Parce qu'à 220, il peut toujours dire, effectivement, comme le rappelait Pascal Perrineau, je n'y vais pas et je reste sur mon Aventin parce que je ne veux pas aller me mêler d'une situation impossible.
Mais s'il obtient 260, 265, 270 députés, c'est-à-dire certes en dessous des 289 nécessaires pour gouverner et avoir une majorité absolue, mais très proche de ce résultat, ce sera très difficile de dire aux Français, vous m'avez pratiquement désigné, eh bien en fin de compte je n'irai pas. C'est possible. Ce serait une manière de mettre la pression sur le président, mais ce serait aussi, me semble-t-il, une manière pour le RN de se mettre un peu en porte-à-faux, parce que jusqu'à présent, il est plutôt un facteur d'ordre et de stabilité dans un système qui se décompose. Or là, il deviendrait lui-même un élément de trouble. Donc ce serait évidemment assez responsable d'en décider, mais je crois que l'hypothèse j'ai une majorité faible, mais, pardonnez-moi, relative, mais forte, je n'y vais pas, je pense que je n'y crois pas énormément. Je pense que globalement, il y a quand même une logique pour que se dégage une majorité. Une majorité, voire une majorité absolue, oui. Ça paraît probable en réalité quand on regarde de près les sondages. Pascal Perrineau, est-ce qu'on est face à une crise de régime, d'une certaine manière? Aquilino Morel parlait de décomposition du système politique dans lequel, finalement, le Rassemblement national, qui était le parti ONI, devient le facteur d'ordre. Donc, crise de régime, d'ailleurs, qui n'est pas forcément institutionnelle, qui est une crise peut-être des élites dirigeantes depuis une quarantaine d'années. Oui, qui est une crise qui dépasse purement les institutions, parce qu'on peut peut-être continuer avec les institutions telles qu'elles sont. Ces institutions de la Ve République ont montré leur capacité de résilience. Il faut peut-être envisager quelques réformes, et en particulier la réforme du mode de scrutin, afin de réouvrir davantage le jeu et peut-être de développer ce qui n'est pas très franco-français, une culture de compromis parlementaire quand on n'a pas la majorité absolue, qui serait peut-être bienvenue. Regardez, les Allemands, ils sortent d'élections, il n'y a pas véritablement de vainqueur. Que font-ils ? Eh bien, ils se mettent autour d'une table, ça dure plusieurs semaines, et puis ils se mettent d'accord sur un programme de gouvernement, et ils y vont tous ensemble. Il y a des socialistes avec des libéraux, vous voyez, des gens qui n'avaient pas grand-chose à partager, mais qui, pour le bien du pays, s'efforcent de définir une voie pour les années à venir. Nous avons peut-être, je sais que les Français sont très forts, que nous sommes un peuple qui brille par son intelligence, mais enfin, de temps en temps, on a l'impression qu'il serait bon de regarder un peu au-delà de nos frontières, de ne pas cultiver nos péchés mignons comme étant de véritables qualités. En effet, vous parlez de crise de régime, on peut aboutir en effet à une crise de régime. Surtout, on n'en a pas parlé jusque-là. Pour l'instant, on est au délice du jeu politique, du jeu parlementaire. Tout se passe relativement bien, les Français vont voter dans le calme le 30 juin et le 7 juillet. Mais on sait très bien que très vite, il va y avoir d'autres événements, d'autres manifestations, dans la rue, sur le terrain des mouvements sociaux, et bien sûr, la fenêtre de visibilité que constituent les Jeux Olympiques vont être une fenêtre qui va susciter certainement quelques appétits. Pour ceux qui se disent, au fond, voilà, les urnes n'ont pas suffi, il va falloir rajouter un mouvement, qui est le mouvement du peuple dans la rue. Hein, vous avez vu déjà que... La stratégie, disons-le, de la France Insoumise. Voilà, de la France Insoumise, monsieur... De l'extrême gauche, voilà, monsieur du nouveau parti anticapitaliste. Voilà, nous a déjà décrit le processus. Et au fond, c'est ce dont rêve certainement Jean-Luc Mélenchon, qui, certes, croit que les urnes ont une vertu, surtout quand elles parlent en sa faveur, mais qu'au-delà des urnes, il faut accompagner toujours le mouvement des urnes par un mouvement populaire, c'est ce qu'on appelle la gauche mouvementiste, hein, qui croit au fond que le peuple qui est dans la rue est plus un peuple que le peuple qui est dans les urnes. Hein. C'est une vieille tradition qui existe en France depuis extrêmement longtemps. On la sentait déjà au XIXe siècle, avec des hommes par exemple comme Blanqui ou d'autres. Donc c'est quelque chose de très ancien qui ressurgit aujourd'hui, mais qui peut créer des tensions dans la société française qui débouche, oui, sur une crise politique qui pourra avoir des allures de crise de régime. Aquilino Morel, vous vouliez réagir, je crois ? Oui, je voudrais d'un mot revenir sur la décomposition, puisque vous avez eu la gentillesse de relever le vocable que j'ai utilisé. Il faut bien comprendre la vitesse à laquelle ce phénomène s'est produit. En 2012, à l'élection présidentielle de 2012, c'est pas la préhistoire. Non. C'était il y a 12 ans. Les partis dits de gouvernement, représentés en l'occurrence par François Hollande et Nicolas Sarkozy, au premier tour, réunissent 56% des voix. En 2017, ces mêmes partis,
représentés par François Fillon et Benoît Hamon, réunissent 26% des voix. En 2022, toujours ces mêmes partis, les Républicains, le PS, représentés cette fois par Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, réunissent 6% des voix. Donc ces deux partis qui ont structuré notre vie politique pendant 50 ans, ou même davantage, ont vu leur score diminuer par 9 en 10 ans. C'est vous dire la vitesse à laquelle ce monde s'est décomposé. Et Emmanuel Macron a bénéficié de cela. Et non seulement il a bénéficié, mais il a joué de cela. Il a acté, ce fut son coup de génie, il a acté la décomposition en 2017 en comprenant que la vie politique française n'était plus qu'un théâtre d'ombre, où les hommes politiques venaient réciter leur tirade, mais qui ensuite conduisaient toute la même politique. Vous savez, c'est ce que disait Philippe Séguin, ce sont deux détaillants qui se fournissent le même grossiste. Bon. Donc, l'Europe, l'Union européenne. Il a compris cela, il s'est frayé un chemin dans ses décombres, et ensuite il a mis un soin méthodique à découper consciencieusement d'abord la gauche, ce qui était le plus facile, puis la droite. Mais maintenant, le problème, c'est qu'au bout de 7 ans de présidence, eh bien, cette décomposition, elle s'applique désormais à son propre camp. Justement, c'est vraiment le thème de l'émission, parce qu'on a fait un peu de politique fiction là, en imaginant ce qui pouvait se passer dans quelques jours, mais en réalité, on a assez peu analysé justement ce résultat des européennes, vous l'avez dit, avec cette carte où 93% des communes françaises, le RN arrive en tête. La question, c'est vraiment comment on en est arrivé là. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a accentué la décomposition, mais enfin, elle était en germe. Oui. Et depuis de nombreuses années, il a surtout profité des événements pour rassembler en réalité ce qui restait du centre-gauche et du centre-droit, en faisant le constat assez juste qu'ils partageaient le même logiciel politique. Donc, c'est un peu le thème de votre livre, la parabole des aveugles. Vous expliquez comment on en est arrivé là, et c'est un processus qui remonte sans doute à assez loin. Vous le situez quand le traité de Maastricht, c'est le début de cette crise politique, c'est encore avant, c'est le tournant de la rigueur en 1983. Oui, enfin, c'est bien mars 83 qui est le moment le plus important. Ce n'est pas un tournant de la rigueur. Ça, la rigueur, c'est un prétexte. Comme disait Pierre Mauroy, ce qui compte, c'est pas le mot, c'est la politique qui est derrière. Et la politique derrière qu'a engagée à partir de ce moment-là François Mitterrand, elle est en apparence libérale, alors qu'en fait elle est simplement comptable. Sa véritable finalité est d'engager la France dans une spirale ou dans une dérive fédéraliste. C'est mars 83, puis 84, le sommet de Fontainebleau, la nomination de Jacques Delors à la présidence de la Commission qui est actée lors de ce sommet contre le remboursement du chèque à Margaret Thatcher, avec l'accord d'Helmut Kohl, et ensuite vous avez l'acte unique européen de 86, le traité de Maastricht de 92, et la France part dans un autre univers, un univers fédéraliste qui va aboutir à un moment décisif de ce point de vue-là, qui est bien sûr le référendum du 29 mai 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen, qui voit le peuple français, comme disait Pascal, il faut toujours respecter la voix du peuple. Et quand il se prononce à 56% des voix contre ce traité, c'est beaucoup 56% des voix en démocratie, c'est même énorme. Avec une participation, et on le rappelle, de 85%. Mais qu'en fin de compte, on lui donne néanmoins tort, parce qu'on fait rentrer par la fenêtre du Parlement l'accord Sarkozy-Hollande, ce que le peuple avait refusé par la porte de la démocratie. Ça crée un trouble considérable. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on vit, si vous voulez, des secousses... des répliques de cette secousse. Ça, c'est le premier point. C'est donc cette fédéralisation de l'Europe qui n'a jamais été assumée, qui est faite contre la volonté des Français et d'autres peuples européens d'ailleurs, les Irlandais, les Danois, on leur demande de revoter lorsque ça ne va pas. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est évidemment la question de l'immigration, qui est devenue une immigration du fait accompli. C'est-à-dire, on considère que c'est ainsi et qu'il n'y a rien à faire. Or, dans toute l'Europe, on le voit bien, si les partis dits d'extrême droite ou populistes vont si fort en termes de suffrage, voire arrivent au pouvoir, soit qu'ils dirigent les pays, comme en Italie, soit qu'ils, en fait, gouvernent par coalition interposée, c'est à cause de l'immigration. D'ailleurs, dans ces élections, on l'a bien vu, les trois seuls pays, la Suède, le Danemark et la Finlande, qui ont vu reculer les partis d'extrême droite, sont des pays, où les coalitions gouvernementales ont appliqué des politiques très strictes en matière d'immigration. Et nous, en France, nous payons le laxisme de ce point de vue-là depuis 40 ans.
Et la dernière question, la troisième moteur du RN, c'est évidemment la question de la pauvreté, du déclassement économique, industriel, agricole du pays, que chacun mesure tous les jours, qui est un déclassement national et que les Français vivent très 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 mal collectivement, parce que nous avons été, nous sommes encore un grand pays, mais un pays qui vit ce déclassement, que chaque Français dans son foyer vit, parce qu'il a de plus en plus de mal à vivre correctement, à assurer la fin du mois pour lui et ses enfants. Je rappelle qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté, c'est 14,5% de la population active, plus de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est considérable. Et nous avons perdu 2,5 millions d'emplois industriels en 20 ans. L'industrie aujourd'hui en France, c'est 10% de la population active. En Allemagne, c'est plus de 20%, 23%, c'est 18% en Italie. Ça, ce déclassement-là, cette espèce d'inertie des gouvernements successifs et des élites, pour bien utiliser le mot, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, face à ces trois problèmes, voire dans le cas de l'Europe, la complicité active de la gauche et de la droite, qui se sont entendus, comme disait Jean-Pierre Chevènement, en cette matière-là, la gauche signait et la droite ratifiait. Mais c'est tout ça qui crée, si vous voulez, une puissance politique, humaine, sociologique et désormais électorale au FN-RN. Et face à ça, nous avons des gens qui semblent, c'est le titre de mon livre, qui semblent non pas seulement ne pas voir, mais ne pas vouloir voir. Parce qu'on peut être aveugle de naissance, mais on peut décider d'être aveugle. On peut décider qu'on ne verra jamais rien, et que toute réalité qui vous déplaît sera écartée. Or, c'est ça que nous payons aujourd'hui. Pascal Perrineau, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Aquilino Morel a situé finalement la poussée du RN dans le temps. Il expliquait que le tournant de la rigueur, enfin le tournant fédéraliste d'ailleurs pour être exact, de 1983 était peut-être le début de cette montée en puissance. Ensuite, il a expliqué qu'il y avait différents moteurs. Est-ce que vous êtes d'accord à la fois avec la chronologie et à la fois avec les causes? La chronologie, vous le voyez bien d'ailleurs au fond. Quand le Front National naît comme puissance électorale aux européennes de 1984, c'est un parti presque à enjeu unique, comme disent souvent les politologues. C'est-à-dire, il naît parce qu'il prend en charge des enjeux que la gauche et la droite ne traitaient jamais, l'immigration et l'insécurité. On considérait que ce n'était pas des enjeux sérieux, que ça ne méritait pas d'intérêt, etc. Et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, au-delà de la France, ces partis apparaissent autour de ces enjeux qui ont été complètement laissés sur le bord du chemin, mais qui, dans la vie des citoyens européens et des citoyens français, sont de vrais enjeux. L'immigration, voilà, vous la voyez à l'école, dans les supermarchés, au travail, l'insécurité, vous la vivez dans les rues de vos villages, de vos communes, etc. Bien. Ensuite, en effet, le Front National, à l'époque, il ne s'appelait pas encore Rassemblement National, a su, lors des grandes consultations européennes, je pense bien sûr déjà au référendum de Maastricht, et puis bien sûr ensuite au référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, a su se mettre presque à l'avant-garde du camp du refus. Vous regardez, le oui ou le non, ce n'était pas des oui de gauche, ce n'était pas des non de gauche. C'était de nouvelles coalitions avec des électeurs qui venaient de la gauche, qui venaient de la droite, et qui ont refusé Maastricht et ensuite ont refusé le traité constitutionnel européen. Chacun cherchait à tirer la couverture du non à lui, mais c'est complètement absurde. J'ai fait un calcul extrêmement précis. En 2015, ceux qui ont fourni le plus d'électeurs pour le non au traité constitutionnel européen, c'est le Front National. Et ils ont su se mettre à l'avant-garde du camp qui réclamait, au fond, qui ne voyait plus les vertus de la société ouverte et réclamait un recentrage national, à la fois au plan économique, un protectionnisme, au plan politique, un protectionnisme politique, et au plan sociétal et culturel. Voilà, ce qu'on a appelé le problème identitaire, mais on ne vit pas simplement de pain, on vit aussi de rose. Et donc, voilà, une manière de faire France, d'être ensemble dans l'Hexagone. Ça, c'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase, et là, ça crée, il y a un moment fort, bien sûr, le choc de 2002, où là, on se dit, on va en reparler de ce Rassemblement national. Il y a la petite, et ça a été très bien décrit tout à l'heure, en effet, la capacité de Sarkozy, à un moment, à brouiller le jeu, en se portant d'ailleurs largement sur le terrain des thématiques du Front National. Et puis ensuite,
l'affaire devient davantage politique. Le Front National est le seul parti qui sait organiser la transition entre les générations. C'est Jean-Marie Le Pen qui décide de transmettre, après une consultation où il y a plusieurs candidats en interne, de manière paisible, dans le parti, le relais à sa fille. Et apparaît un parti dont on se dit, tiens, on croyait que c'était un parti de bruit et de fureur. Pas du tout. Il transmet le relais à sa fille. Et sa fille, contrairement au père, est intéressée par le pouvoir. Alors que Jean-Marie Le Pen, je me souviens de conversation que j'ai eue avec lui, le pouvoir, c'était pas sa préoccupation, c'était beaucoup plus d'être celui par lequel le scandale arrive. C'était un homme qui vivait sur un autre registre, en effet, que sa fille. Sa fille est intéressée, et regardez, depuis 2012, 2017, 2022, une progression continue, bien au-delà de la progression de son père. Son père apparaît, même le score de 2002 qu'on traitait déjà de tsunami. Je me souviens du titre de Libération, le tsunami. Alors là, on est dans on est dans un hyper tsunami. Et à partir de ce moment-là, la force du Rassemblement national, puisqu'il devient à l'époque Rassemblement national, c'est aussi de fédérer le nombre extrêmement élevé de Français qui n'est plus satisfait de la chose publique et de la politique. Les Français se mettent pas simplement à être indifférents vis-à-vis de la politique et des grands partis traditionnels, ils se mettent à les haïr. J'ai un ami qui a écrit un livre en anglais qui s'appelle The Hate of Politics. Et on voit très bien en Europe, en France, qu'il y a un vrai phénomène de haine de la politique. Et la force du Rassemblement national, ça a été de parvenir à politiser ce rejet de la politique. Ils en ont fait une force. Ils ont réussi à ce que ce rejet de la politique, on voit ses effets dans l'abstention, mais ne se perde pas dans les sables de l'abstention et devienne une force politique. Et là, j'étais pendant 3 jours sur le terrain, parce qu'il faut se méfier des effets purement parisiens, sur le terrain en Auvergne. Mais je m'apercevais qu'il y a une espèce de colère politique d'hommes et de femmes qui viennent de gauche, de droite, qui n'ont pas de préférence, etc., et qui est en train de trouver un exutoire dans le Rassemblement national qui apparaît comme celui qu'on n'a jamais essayé, celui qui va renverser la table, et puis on verra bien après. On verra bien après, parce que les gens n'attendent pas non plus, c'est pas le jour et la nuit, comme disait Jacques Lang en 1980, ils n'attendent pas le jour après la nuit. Non, non, ils expriment un ras-le-bol, et le Rassemblement national a su, de manière extrêmement performante, devenir cet instrument de politisation du rejet de la politique. C'est ce que savent faire les populistes. C'est ce que savent très bien faire les populistes et que ne savent pas faire les autres. Ce que dit Pascal Perrineau est très important. Cette haine, j'ignorais le terme, mais je pense qu'on peut aller jusque-là. Ah oui, cette haine du politique, j'ajouterais parfois de certains politiques. Oui, bien sûr. Chacun aura compris. Cette haine du politique, parce que celui-ci est jugé non seulement incompétent, mais en réalité ayant démissionné de sa vocation, qui est de régler les problèmes des citoyens, ça c'est fondamental. Effectivement, l'habileté et la volonté de Marine Le Pen, contrairement à son père, qui lui était en fait un troublion. Il souhaitait, comme vous le disiez, foutre le bazar. Ouais. Bon, il le faisait à la corpo de droit. En fait, il voulait continuer, il voulait être là, quelqu'un qui attire la lumière. Il le faisait d'ailleurs fort bien, c'était un grand rhéteur, mais il ne souhaitait pas exercer le pouvoir, alors que Marine Le Pen le veut. Et puis cette force du RN, qui est de traiter, comme avait tenté de le faire avec succès Nicolas Sarkozy, à la fois la question sociale et la question identitaire est déterminante. Et à cet égard, la gauche est totalement, si vous voulez, hors jeu, car elle ne comprend pas et elle ne veut pas comprendre la question identitaire. Elle pense que identité égale fascisme, sans comprendre que l'identité, c'est pas seulement l'identité nationale, au sens, on pourrait dire, ethnique du terme, qui n'existe d'ailleurs plus, mais les services publics font partie de l'identité. L'école, l'hôpital, vous voyez, la laïcité, les valeurs républicaines. Donc quand tout ça est bafoué quotidiennement ou bien abîmé, les gens en retirent un sentiment très puissant de négation de ce qu'ils sont. Et pour comprendre la force du RN et comprendre l'inanité du slogan ce sont des fascistes, halte au fascisme, no pasaran, etc. Moi, je suis fils d'immigrés espagnols, républicains, mes parents ont connu ça. No pasaran, le problème, c'est qu'ils sont passés. Donc, déjà, c'est absurde. Faut comprendre une chose. Quand Jean-Marie Le Pen, que vous évoquiez, Pascal, s'est présenté à la présidentielle 1974, il obtient 190 921 voix, 0,74%. C'est tellement peu, et tellement rien, qu'en 80, il ne peut pas se présenter.
il n'obtient pas les 500 parrainages. Donc c'est quelqu'un qui est un marginal à la tête d'un groupuscule, pour reprendre une formule célèbre. Bon. En 2002, 21 avril 2002, sinistre mémoire, il obtient 4 millions de voix. Et on vous dit, tsunami, etc. Marine Le Pen, en 2022, elle obtient 13 288 686 voix. C'est-à-dire 70 fois le résultat de son père en 1974, 3 fois le résultat du 21 avril. Ce qui est certain, c'est que vous pouviez dire que les 190 000 électeurs de Jean-Marie Le Pen étaient des fachos, des nostalgiques de l'Algérie française, tout ce que vous voulez très bien. Quand vous avez 13 300 000 électeurs, dire que ce sont des fascistes est totalement... C'est non seulement insultant, mais c'est totalement absurde politiquement. C'est absurde, parce qu'en fait, ça veut dire que des gens tout à fait normaux, pondérés, calmes, absolument pas des extrémistes, sur ce plateau, il y a forcément des électeurs de Marine Le Pen et du RN, et probablement beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces gens-là, on ne doit pas les écouter, on ne doit pas entendre ce qu'ils disent, mais c'est ça qui les rend haineux. C'est qu'on ne les entende pas, qu'on ne les écoute pas, et que non seulement ça, mais que, de surcroît, là je parle pour ceux que je connais le mieux, que la gauche leur fasse la leçon. En leur disant, c'est très mal, vous comportez mal et vous ne devriez pas voter ainsi. Et par ailleurs, je détourne les yeux, je vous fais la leçon, mais je détourne les yeux de vos problèmes. Pascal Perrineau, Aquilino Moral le dit, nous n'avons pas affaire à un parti fasciste. Comment est-ce qu'on le définit, la gauche notamment, même une partie de la droite, continue à employer le vocabulaire d'extrême droite? Vous avez parlé tout à l'heure de populisme. D'ailleurs, le populisme est un phénomène qu'on n'observe pas seulement en France, qu'on a observé dans beaucoup de démocraties occidentales ces dernières années. Vous le qualifieriez de parti populiste, le Rassemblement national, et est-ce que c'est forcément péjoratif dans votre bouche? Non, pas du tout. Si vous voulez, je le qualifierais comme l'a fait très bien l'historien Michel Vinocq, vous voyez, qui n'est pas loin d'être, j'allais dire, un intellectuel d'extrême droite, ou le philosophe Pierre-André Taguieff. Le terme le plus exact, c'est national-populiste. Si on prend des catégories sérieuses, si le fascisme, ça a un sens, si le socialisme, ça a un sens, si le nationalisme, ça a un sens, si le populisme, ça a un sens. Et le populisme, c'est un courant qui existe depuis la fin du 19e siècle, dans des systèmes aussi différents que le système russe, le système américain, et même en France, le boulangisme était un national-populisme. Donc c'est un national-populisme. Et je crois qu'il faut sortir, essayer de penser la réalité d'aujourd'hui et l'avenir, pas avec des catégories d'hier, parce que sinon on est très mal parti. Et même ceux qui veulent lutter contre ce phénomène, ils luttent contre un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Et donc ils s'enferment. Et il favorise même, je crois, par la stigmatisation, Aquilino nous le disait très bien, par la stigmatisation de ses électeurs, il favorise le phénomène contre lequel ils prétendent lutter. Donc je crois qu'il y a là un effet extrêmement pervers. Mais je voulais rajouter quelque chose. Ce qui me frappe, vous voyez, ça, moi je suis un chercheur empirique, ça aide de temps en temps d'aller sur le terrain. Et en faisant ma petite promenade auvergnate, je discutais avec des tas d'électeurs dans des zones qui sont plutôt des zones de gauche. Vous voyez, Saint-Yor, c'est une municipalité communiste qui a beaucoup souffert de l'ouverture économique, avec un taux de chômage extrêmement impressionnant, des problèmes d'insécurité maintenant qui sont loin d'être négligeables. Et en discutant avec des électeurs, vous vous apercevez de quoi? Vous apercevez que maintenant, que le Rassemblement national est devenu le premier parti français de très loin, mais tout le monde connaît dans son cercle d'amis, de voisins, des gens du Front National, et il ne les considère pas comme des fascistes avec la moustache de Hitler, la chemise noire de Mussolini et le bras levé en l'air. Il se dit, mais ce sont des gens comme vous et moi je suis de gauche, mais au fond, ce type n'est pas antipathique. Moi, je suis de droite modérée, mais ce type n'est pas antipathique. Vous avez un effet que les politologues américains, il y a longtemps, dans les années 60, avaient très bien vu lorsqu'ils analysaient la politique des États du Sud. Il y a un très beau livre qui s'appelle Southern Politics, sur la politique des États du Sud, de V.O.K. Jr. Et il dit, c'est un effet Friends and Neighbors, un effet amis et voisins. Et il dit, il y a des tas de phénomènes politiques comme ça qui trouvent tout leur épanouissement, toute leur ampleur, par l'effet Friends and Neighbors, par l'effet amis et voisins. Maintenant, à la limite, le Rassemblement national n'a plus grand-chose à faire. Ce sont ces gens qui, dans les réseaux amicaux, dans les réseaux familiaux, dans les réseaux de quartier, font eux-mêmes le travail.
et peu à peu se convertissent, ou ne se convertissent pas, c'est pas le problème. Mais en effet, contribuent à banaliser le Rassemblement national, à l'inscrire dans le paysage national, parce qu'il l'est dans le paysage de leur vie quotidienne. Dans la catégorisation que vient d'effectuer Pascal Perrineau, il nous a dit national-populisme. On connaît bien le populisme, on n'arrête pas d'en parler. Hein. On est toujours le populiste de quelqu'un, d'ailleurs, oui, de gauche, de droite, du centre. Emmanuel Macron lui-même avait reconnu qu'il était un populiste du centre. Hein. Pendant toute sa campagne de 2017, qui était une campagne dégagiste, il n'a cessé de dire si écouter le peuple et être proche du peuple, c'est être populiste, alors je suis populiste. Donc, tout le monde est populiste. Bon. Mais ce qui est plus important, me semble-t-il, c'est le mot national. Parce que la force du RN aussi est d'être le seul parti en France qui défend l'idée de nation. Et ça, pour un homme de gauche, qui vient de la gauche comme moi, c'est un crève-cœur. Parce que qui, initialement, devait défendre la République et la nation, c'est la gauche. Qui l'a abandonné? Et en l'occurrence, l'a abandonné au FN-RN, c'est la gauche. La droite l'a suivi, n'a pas fait beaucoup mieux. Hein, le temps du RPR est très lointain. Aujourd'hui, nous sommes, à force de vouloir faire comme disait Alain Juppé, couper les deux bouts de l'omelette pour en garder le cœur onctueux et bien baveux. Bon, on a vu ce qu'il se passe aujourd'hui. Le cœur bien baveux s'est totalement racorni et les extrémités ont considérablement grossi. Bon. Parce qu'on a abandonné la nation au RN. Alors que la nation, c'est encore aujourd'hui, même inscrite dans l'Union européenne, l'élément qui permet aux citoyens de se reconnaître, de voter de manière démocratique, d'avoir un sentiment d'appartenance. La nation a une épaisseur historique et anthropologique que n'a aucune autre configuration politique. Donc ça, c'est essentiel. Il faut trouver les moyens, pour la gauche, mais pour la droite aussi, de rétablir un nationalisme rationnel. D'ailleurs, l'actualité nous le montre. Dans la horrible guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine, nous avons d'un côté le nationalisme belliqueux, autoritaire, violent, agressif, qui méprise le droit international, qui est celui de la Russie, mais vous avez un nationalisme défensif, de fierté, d'une nation ukrainienne dont beaucoup ont nié l'existence et qui veut sauvegarder son indépendance, ses frontières, sa souveraineté et son existence même. Donc le nationalisme n'est pas condamné à être seulement sa version agressive et, comme disait Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Non, ça peut être la guerre bien entendu, mais ça peut être aussi la paix, la coopération internationale, et le développement. Ça peut être les deux. D'autant que la guerre, ça a été le totalitarisme et l'impérialisme. Même dans le cas de la Russie, je ne suis pas sûr que ce soit un nationaliste, c'est un impérialiste d'une certaine manière. Vous expliquez que la nation avait été abandonnée par la droite et par la gauche. J'ai envie de vous interroger davantage sur la gauche, d'une part parce que c'est votre camp, et d'autre part parce que la gauche actuelle semble être non seulement avoir abandonné le nationalisme, mais surtout versé dans une forme de communautarisme, de multiculturalisme, de wokisme, diront certains, qui est peut-être le contraire, je dirais, du nationalisme, qui est une forme de tribalisme. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle gauche et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le danger principal pour la France? Alors, le nationalisme, enfin, la défense de la nation, ça s'oppose, ou ça s'articule plutôt avec la question bien sûr de l'Europe, parce qu'il faut trouver une place pour les nations dans l'Europe, une Europe qui soit respectueuse de celle-ci, la nôtre, mais aussi celle de nos amis et voisins. Ça, c'est la première dimension. Et puis, vous avez raison, du point de vue interne, chez nous, il faut que la nation existe. Et la nation, ce n'est pas la juxtaposition de communautés. On dit bien la communauté nationale, il y a une seule communauté, celle des citoyens, c'est au niveau de la nation. Toute autre communauté, quelle qu'elle soit, fondée sur des critères religieux, sociaux, tout ce que vous voulez, n'a pas lieu d'être. Or, puisque vous m'interrogez sur la gauche, je suis bien obligé de dire qu'un des éléments de démantèlement de l'idée de communauté nationale, c'est à partir de 1984 aussi, lorsque la gauche, sous l'égide de François Mitterrand, Bianco, Julien Drey, etc., ont lancé SOS Racisme, dont la philosophie était de dire, en fait, il n'y a pas de communauté nationale. C'est un terme ringard, dangereux, etc., la nation. Il n'y a que des communautés dont ce dont on pourrait attendre de mieux serait qu'elles ne se combattent pas et qu'elles coexistent de manière à peu près pacifique. C'est ça, le point de départ. Et si vous le cumulez avec l'idée tout à fait terrible, qui a eu des conséquences terribles, de définir la politique
en matière d'immigration par ce constat définitif qui est ce n'est pas l'immigration qui est un problème, c'est le racisme. C'est-à-dire, en fait, que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui souhaiterait, qui prétendrait vouloir maîtriser l'immigration est un raciste. Donc, vous expulsez la question d'immigration du champ rationnel et du débat politique. Elle ressurgit aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, vous avez une majorité de Français, mais une majorité écrasante, y compris de gauche, qui souhaitent une maîtrise de l'immigration, parce que celle-ci est devenue effectivement une immigration du fait accompli, et que vous avez à côté de cela un camp de gauche qui reste peu ou prou favorable à l'immigration, soit explicitement, soit implicitement, vous comprenez que le décalage est considérable. Et que ce n'est pas possible, si la gauche ne révise pas sa pensée, et si elle n'est pas capable de voir la réalité, de comprendre ce qui s'est passé depuis 40 ans, redevenir audible par les citoyens, retrouver leur confiance, est une tâche vouée à l'échec. Pascal Perrineau, un mot peut-être, on a beaucoup parlé de la mutation du Rassemblement national, qui était un parti d'extrême droite, même si, on l'a dit, Jean-Marie Le Pen était plutôt un trublion, mais il y avait quand même des origines d'extrême droite chez le Front National, qui est devenu un parti populiste. En revanche, on a une gauche qui, pour partie, semble être en train de muter, avec effectivement peut-être une incompréhension sur la question de l'immigration, un refus de voir, mais peut-être plus que ça, quand je disais que c'est aussi un communautarisme proactif, voire un flirt avec l'islamisme, parfois avec des relents d'antisémitisme. Comment vous analysez ça et est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est très inquiétant. Et la dérive, comme vient de le dire Aquilino, a commencé il y a longtemps. Au fond, peu à peu, pour reprendre les termes d'un livre qui était très intéressant de Laurent Bouvet, la gauche s'est séparée du peuple. Son livre s'appelle « La gauche sans le peuple ». Et la gauche s'est tournée vers davantage une logique multiculturelle et a même théorisé, il y a eu un fameux rapport de la fondation Terra Nova qui l'explicitait, qui disait au fond, séparons-nous des couches populaires parce qu'elles pensent mal. Penser mal, c'est quoi? C'est considérer que l'immigration peut être une question légitime, l'insécurité peut être une question légitime, la nation est une question légitime. Souvenons-nous de ce que disait Jaurès sur la nation. Voilà. Donc, là, il y a une évolution de la gauche qui s'est faite très lentement et qui disait au fond, séparons-nous de ces catégories populaires et tentons d'inventer une capacité majoritaire nouvelle à partir, ils le disent explicitement, des femmes et du combat néo-féministe, des jeunes. C'est-à-dire, vous voyez, on commence à faire des catégories. Les femmes sont une espèce à part par rapport aux hommes. Les jeunes sont une espèce à part par rapport aux hommes de l'âge mûr et au troisième âge. Et puis, les immigrés. Les immigrés, c'est pas la même chose et ça doit être valorisé par rapport aux Français, je ne sais pas comment. Aux Français de souche. Aux Français de souche, voilà. Voilà. Donc, on rentre là pleinement dans la logique qui est une logique que l'on voit s'épanouir aujourd'hui avec LFI. On sort tout de même d'une campagne de LFI qui est complètement une campagne adressée à toute une série de minorités segmentées et qui même sur la fin de la campagne a joué au travers de cette omniprésence du conflit de Gaza dans les européennes. On se demandait mais comment on fait là, pourquoi on nous parle de Gaza dans les européennes, on ne voyait pas très bien ce que ça avait à faire, mais il y avait un objectif d'ailleurs qui a été entièrement rempli par LFI, c'était de créer un vrai vote communautaire. Vous avez aujourd'hui un vrai vote communautaire. Toutes les enquêtes montrent, la grande enquête que l'on a fait sur des gros effectifs du Cevipof, plus de 12 000 personnes interrogées, montrent que c'est 62% des musulmans ont voté pour la liste de Manon Aubry, donc la liste LFI. Je vous rappelle que son score, c'est 9% au plan national. Donc vous avez un vote communautaire qui est apparu, et chez les musulmans qui se disent pratiquants, c'est encore plus. On est au-dessus de 70. Mais vous n'avez absolument pas l'équivalent. On se moquait de Bellamy en disant Bellamy, c'est le vote des cathos de Versailles. Mais Bellamy fait absolument pas, chez les catholiques pratiquants, un score de 62%. Loin de là. S'il fait 20%, c'est bien tout. Il n'y a pas de vote juif, il n'y a pas de vote protestant. Il y a un vote communautaire musulman. C'était l'objectif de LFI, c'était l'objectif du patron de LFI. Et là, vous avez véritablement une dérive
qui aurait dit que le destin de la gauche allait être de devenir un vote communautaire, hein? Alors, un vote communautaire des jeunes, là, ça a moins réussi. Cependant, voilà, chez les jeunes, la nouvelle Union populaire pèse autant que le RN. Le RN et les jeunes, il y a une radicalisation chez les jeunes, hein. 38% des jeunes aujourd'hui s'apprêtent à voter RN et 40% s'apprêtent à voter pour la nouvelle Union populaire. Donc une très forte polarisation chez les jeunes. C'est plus détendu dans les autres tranches d'âge où il y a peut-être un peu plus de sagesse, d'expérience. On peut interpréter ça comme ça, je ne sais pas. Mais là, c'est extrêmement tendu, mais c'est pas la même jeunesse. Hein? Vous voyez, il y a d'un côté une jeunesse qui est une jeunesse beaucoup plus étudiante, qui est une jeunesse des grandes métropoles, qui est une jeunesse qui a l'habitude de la manif. On va à la manif, c'est initiatique. C'est cette jeunesse que je retrouve un peu à Sciences Po de temps en temps avec le kéfier palestinien. Vous voyez, on se la joue révolutionnaire. Dans ma génération, c'était le t-shirt avec Che Guevara. Maintenant, c'est le kéfier palestinien. Vous voyez, on a l'impression qu'on va monter sur des barricades. Et puis, vous avez de l'autre côté une jeunesse dont on ne parle pas. Qu'est la jeunesse des gens qui sont en bas de la hiérarchie des diplômes, en bas de la hiérarchie sociale, qui très souvent sont issus de l'enseignement professionnel, sont dans des CAP, des centres d'apprentissage, qui sont des gens qui sont en galère parfois, ont un mal fou à rentrer dans la vie active, qui se lèvent à 6 h du matin pour aller dans un CAP, après aller faire le stage chez le pâtissier, rentrer chez eux en mobilette en faisant 30 km le soir. Des gens qui sont dans des galères pas possible. Ces gens-là, quand ils votent, eh bien, ils votent massivement pour le Rassemblement national. Donc, toutes ces fractures, vous voyez, qui sont des fractures générationnelles, communautaires, sociales, c'est extrêmement préoccupant. La gauche n'arrive plus à parler, j'allais dire, à l'ensemble de la nation. Et ça, c'est un grave problème. Merci Pascal Perrineau. Juste un mot de conclusion à Aquilino Morel, parce qu'il nous reste 10 secondes. Donc voilà, je vous invite à dire un mot. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je voudrais simplement dire que si, en particulier les gens qui sont en responsabilité politique, comme l'on dit, et à quoi sert-il d'avoir fait des études, d'être soi-disant plus intelligent, plus éduqué, plus cultivé, plus diplômé, en responsabilité, si on n'est pas là pour se tourner vers les citoyens. Si donc cette élite politique n'est pas capable d'ouvrir les yeux, eh bien non seulement on risque d'avoir maintenant une majorité RN à l'Assemblée nationale les 30 et 7 juillet prochains, mais la suite s'en suivra, hein, mécaniquement. Merci Aquilino Morel, merci Pascal Perrineau, c'était passionnant. Je vous dis à la saison prochaine et en attendant, votez bien. Oui.